Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre Parlons territoire pour la région de Lanaudière. Merci à tous d'être avec nous ce midi jusqu'à 13h30. On s'engage à terminer à l'heure. S'il y en a qui veulent poursuivre officieusement après l'heure annoncée, vous pourrez le faire à la fin. Alors, je me présente, Philippe Cousineau-Morin. Merci d'être présent ce mercredi midi. L'événement d'aujourd'hui est organisé en partenariat avec le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Donc, je serai votre hôte et je suis accompagné de Vicky Violette, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Alors, je vais faire une rapide présentation des petites consignes d'usage, puis je laisse le mot d'introduction à Vicky, avant de présenter évidemment nos conférenciers et conférencières. Alors, nous vous invitons à ouvrir vos caméras, mais bien sûr à garder vos micros fermés au long des présentations. Vous pourrez faire part de vos questions en prenant la parole via l'outil de discussion ou via l'outil de discussion de Zoom, l'outil écrit. Alors, c'est au bas de votre fenêtre. Vous pouvez choisir l'option Converser. Vous pouvez également, là, lors de la période de questions, utiliser le bouton Lever la main, puis je vais diriger les droits de parole. Je vous rappelle que l'événement d'aujourd'hui est enregistré pour rediffusion pour les personnes qui ne pouvaient pas se joindre en direct. Alors, à ce moment-ci, voilà, je vais passer la parole maintenant à Vicky Violette pour un mot d'introduction. Vicky, c'est à toi. Oui, bonjour. On est honoré de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. L'aménagement du territoire, c'est un enjeu qui est très important pour nous. On est une des régions où la croissance démographique est la plus élevée. D'un autre côté, c'est important de protéger nos milieux naturels, mais aussi nos territoires agricoles. Et comme on est un organisme de concertation en mode solution, on est heureux d'accueillir l'événement Parlons territoire pour pouvoir en discuter. On le voit aussi avec la pandémie qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent habiter la Naudière et du même coup, on voit l'importance de nos milieux naturels. On a besoin de cet accès-là pour notre santé. Même chose par rapport à l'autonomie alimentaire. Donc, nos terres agricoles sont super importantes. Et aussi, face au changement climatique, pour s'adapter et lutter contre les changements climatiques, on a besoin de tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut accueillir les gens qui veulent venir dans la Naudière tout en préservant ou même restaurant des milieux naturels et nos terres agricoles? Je vous invite à la discussion avec nous là, après avoir entendu nos panélistes. Donc, merci encore et bienvenue. Merci, merci Vicky. Alors, je vais maintenant souhaiter la bienvenue à nos trois conférencières, conférenciers aujourd'hui. Il y a avec nous Anne-Céline Guyon de Nature Québec. Bonjour Anne-Céline. Bonjour. Il y a Martin Lapointe de la MRC L'Assomption. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Et il y a Mireille Asselin, qui est architecte et également conseillère municipale. Et tu nous présenteras également tes divers chapeaux lors de ta présentation. Bonjour Mireille. Bonjour. Alors, bonjour. Je mets la table, je vous explique pourquoi on se rencontre aujourd'hui, pourquoi nous parlons de territoire, puis ensuite on passe à la portion conférence, puis la dernière section sera les commentaires. On va réfléchir ensemble en groupe, essayer de sortir des bonnes idées, parce qu'on parle aujourd'hui de la démarche qui est une démarche du gouvernement du Québec, plus spécifiquement du ministère des Affaires municipales, qui s'appelle la Conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement des territoires. Alors, depuis en janvier dernier, le gouvernement a annoncé la tenue de cette consultation-là qui vise à revoir si le cadre d'intervention sur nos territoires est à jour au Québec, notamment là, parce qu'on est, Vicky en a parlé, mais aussi parce qu'on est 40 ans après plusieurs lois phares, que ce soit celle sur la protection des territoires, des activités agricoles ou celle sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, l'activité d'aujourd'hui est une activité de l'Alliance Ariane qui, donc, l'objectif, c'est de vous informer sur cette conversation-là gouvernementale, mais également de réfléchir, de trouver des pistes d'action par rapport aux interventions territoriales. Et je vais vous partager mon écran pour vous présenter en une diapositive un peu qu'est-ce que ce à quoi nous invite le gouvernement dans sa démarche. Alors, je fais ça à l'instant. Je pense, est-ce que comme ça, vous voyez en plein écran? Voilà. Alors,
La démarche du gouvernement, donc Conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, souhaite donc à son échéance une grande démarche de consultation de plus d'un an qui souhaite à son échéance donc mettre en place une stratégie qui va probablement amener des changements législatifs, des changements de programme, des changements de politique. Il y a à l'intérieur de la démarche 5 grands thèmes qui sont discutés. La gouvernance, bien sûr, sur le territoire, le pouvoir de municipalité, de l'État, du privé, etc., la participation publique, la croissance urbaine, les milieux de vie, la ruralité et finalement les finances et fiscalité. Et là, tous ces thèmes-là se sous-divisent également en différents thèmes. Donc, ce sont des choses dont on peut parler aujourd'hui. Il y a 4 étapes, si on veut, là, un portrait de la situation, des orientations, rédaction et une publication. On est déjà à l'étape des orientations, c'est-à-dire que pour la partie consultation citoyenne qui arrive un peu au milieu de ces 4 étapes-là, il y aura des documents. Là. Il y a déjà et il y aura d'autres documents sur lesquels vous pouvez vous pencher. Et il y a divers mécanismes de consultation, c'est-à-dire qu'il y a un comité d'experts sur invitation, il y a eu des laboratoires universitaires, il y a une consultation spécifique aux Premières Nations, mais il y a également ce qui nous intéresse, donc une consultation publique qui n'est pas ouverte encore, qui ouvrira vraisemblablement à la fin de l'été. Donc, pour le mois d'août et septembre, vous serez invité là, à déposer vos avis si vous le souhaitez ou à partager vos positions sur les grands enjeux d'urbanisme et d'aménagement du territoire, qu'ils soient chez vous ou qu'ils soient pan-québécois. Je suis allé, excusez-moi, je suis allé assez rapidement. Je vais juste fermer mon partage d'écran et bon, vous dire que donc nous sommes là pour parler de territoire et que si vous suivez nos activités, celles de l'Alliance Ariane, vous aurez également les informations sur les prochaines étapes. Alors, les conférencières, conférenciers aujourd'hui vont vous parler un petit peu de leur expérience, de leur point de vue, de leur lecture et du pourquoi, effectivement, on doit avoir cette discussion sur une stratégie nationale en aménagement du territoire et de l'urbanisme. Mais après, ce sera à vous, là, lors de la période de discussion, d'aller un peu plus loin, de voir ce qui vous intéresse là-dedans, qu'est-ce qu'on devrait questionner, qu'est-ce qu'on devrait mettre sur la table et qu'est-ce qui fonctionne aussi, puis qu'est-ce qui fonctionne moins. Voilà, je pense que je suis allé rapidement, mais nous sommes prêts, si vous êtes d'accord, à passer aux conférences. Alors, nous allons débuter avec Anne-Céline Guillon. Anne-Céline, qui est détentrice d'une maîtrise en anthropologie de l'Université Laval, a commencé son parcours en lutte au changement climatique comme coordonnatrice au Front commun pour la transition énergétique, ainsi qu'au Pacte pour la transition. Et elle est aujourd'hui, puis je crois que c'est assez récent, chargée de projet climat chez Nature Québec et s'occupe entre autres du projet En mode solution nature, là, qui aura des interventions sur votre territoire. Alors Anne-Céline va nous présenter cela. La parole est à toi. Oui, merci Philippe. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous partager mon écran. C'est correct? Ça fonctionne. Parfait. Je me mets en mode présentation. Parfait. Donc oui, bonjour tout le monde. Merci d'être présent donc, à cet atelier. Merci de l'invitation de la part de l'Alliance Ariane et du Creux de la Naudière. Une conversation effectivement pour une future politique de l'aménagement du territoire essentielle à avoir au Québec à l'heure actuelle pour différentes raisons. Celle que moi je porte plus particulièrement en ce moment, c'est celle de l'impact de l'aménagement du territoire sur la question des changements climatiques, à la fois dans la lutte au changement climatique, mais également dans l'adaptation nécessaire, puisque malheureusement, n'ayant pas agi assez vite, les impacts se font déjà ressentir, même au Québec. Donc, vraiment, à travers la présentation que je vais vous faire, vous montrer à quel point une partie des solutions sont dans la nature et donc c'est essentiel de prendre en compte aussi cet aspect-là, la protection des milieux naturels, de nos écosystèmes, dans la question de l'aménagement du territoire. Voilà. Donc la nature, écoutez, c'est plus qu'un tiers de la solution. Quand on parle des changements climatiques, ceux-ci sont déjà bien présents, on parle aussi évidemment d'une crise de la biodiversité où près de 60% des populations mondiales sont actuellement en déclin. On peut observer les conséquences donc, de ces crises déjà dans nos quartiers, sur nos territoires, dans nos municipalités, dans nos régions en général. Et on peut trouver des exemples visibles de ces bouleversements partout au Québec.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle des solutions nature ou solutions basées sur la nature, l'appellation officielle au niveau international, mais en fait, c'est que pourquoi on les nomme, c'est parce qu'on s'aperçoit que 17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de la conversion des terres, alors que ce soit pour l'urbanisme par exemple, mais aussi par nos pratiques de foresterie et l'agriculture. Donc, c'est vraiment essentiel de prendre en compte ces facteurs-là pour comptabiliser correctement nos émissions de GES et voir comment mieux éviter ces émissions, mieux les capter et les stocker. Dans les faits, en fait, éviter les émissions dues à la perte de ces écosystèmes est aussi essentiel que de réduire drastiquement l'utilisation des hydrocarbures. Et j'insiste, les deux sont complémentaires. Ce n'est pas l'une ou l'autre, il faut faire les deux. Donc une conservation accrue de la forêt, tout comme un changement de régime forestier et de meilleures pratiques agricoles, peuvent se traduire dans des diminutions importantes de nos émissions de gaz à effet de serre et dans une augmentation de notre capacité à les capter et à les stocker. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le GIEC et l'Union internationale pour la protection de la nature, plus connue sous le nom de l'IUCN, qui travaillent de concert les deux, sachant aussi que cette année particulièrement, c'est aussi l'année internationale où on lit la question de la crise de la biodiversité et la crise climatique dans les différentes rencontres internationales. Les estimations de ces deux grandes entités montrent que les efforts de conservation de la nature peuvent représenter à eux seuls jusqu'à 37% de l'effort nécessaire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Donc, c'est quand même vraiment très intéressant aussi en termes de solutions. La réduction de notre dépendance aux énergies fossiles, à elle seule, encore une fois, n'arrivera pas à livrer l'ensemble des réductions nécessaires, d'où l'importance et qu'on a beaucoup de choses à gagner avec cette approche au Québec. Voilà. Alors, qu'est-ce que les solutions basées sur la nature, plus exactement, fondées sur la nature ou les solutions nature pour aller plus vite? Vous trouverez différentes appellations. Les solutions nature ont pour but de résoudre ou de mitiger plusieurs problèmes auxquels nous confrontent les changements climatiques. Vagues de chaleur, inondations plus fréquentes, détérioration de la qualité de l'air, par exemple, perte de biodiversité. Ce qu'il faut comprendre, et c'est un des grands avantages de l'implantation des solutions nature, c'est qu'on parle de co-bénéfice. C'est-à-dire que par l'implantation d'une solution nature, on va aller toucher plusieurs éléments en même temps. Donc à la fois la lutte au changement climatique par l'aide à la captation du carbone, à la réduction des émissions, mais évidemment à l'adaptation, parce que les solutions nature sont aussi celles, par exemple, de restauration de tourbières et tout ça, qui vont nous permettre à faire face aux futures inondations qui vont augmenter dans le temps avec la question des changements climatiques, par exemple. Donc, il y a un certain nombre qui servent à s'attaquer avant tout au bouleversement climatique, mais on parle aussi de solutions fondées sur la nature pour répondre à d'autres questions, par exemple la question de la sécurité alimentaire, la question de la santé humaine, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions fondées sur la nature, les plus intéressantes sont celles qui adressent pas mal toutes ces questions en même temps. Quand on parle de solutions nature pour le climat particulièrement, on parle ici des efforts de conservation et de restauration des milieux naturels ou d'amélioration des pratiques agricoles et forestières qui ont pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de capter et stocker davantage de GES. Encore une fois, nous devons bien compter d'abord ce qui est évité comme émission, ça c'est l'essentiel, et ensuite, s'il y a lieu, l'augmentation de la capacité de captation et la rétention du carbone. Donc, je vous ai mis là la définition officielle de l'IUCN que vous avez dans le PowerPoint. Donc, c'est vraiment des actions qui visent à protéger, à gérer durablement et à restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés. 3 actions particulières au niveau des solutions nature, c'est vraiment la protection des milieux naturels, les bonnes pratiques d'aménagement, donc la bonne gestion en fait, et la restauration des milieux perturbés.
c'est vraiment les 3 éléments quand on parle de solutions nature là, à prendre en compte. Alors, quand on parle des solutions nature, on parle évidemment de différents milieux et donc quels peuvent être des exemples. Je vous ai mis très rapidement des exemples de solutions nature par milieu. Je les détaillerai pas tous, mais dans évidemment les forêts, peut-être le plus connu, on parle évidemment d'un aménagement forestier du territoire conçu pour minimiser les émissions et préserver la biodiversité. Donc il y a l'amélioration de la gestion forestière. Par là, on peut entendre évidemment la protection des forêts anciennes, mais l'amélioration aussi de la régénération des forêts. On parle aussi d'éviter la conversion des forêts, donc les garder, les laisser en place. Augmentation du couvert forestier urbain aussi, donc ça c'est important à prendre en compte, notamment pour nos villes, et la restauration du couvert forestier de manière plus générale. En termes de milieu humide, on parle d'éviter les conversions des tourbières et des zones humides. Les gens le savent peu en général, mais les tourbières sont des espaces de captation et de stockage du carbone extrêmement importants, notamment les tourbières boréales, même plus importants, ont des facultés de captation et de stockage plus importantes que des forêts terrestres. Éviter la perte des herbiers marins, là aussi, on y pense peut-être peu, mais il y a des exemples, notamment en Nouvelle-Écosse, où on a implanté des solutions nature parce que en protégeant une plante marine le long des côtes de Nouvelle-Écosse, on s'est aperçu qu'à la fois ça aidait l'économie locale parce que c'était des milieux des habitats essentiels pour certaines espèces de poissons et le homard essentiel à l'économie de la pêche de la région, mais également parce que ces herbes-là captent aussi et stockent de manière extrêmement intéressante le carbone. Et puis évidemment, quand ces milieux-là ont été détruits, les restaurer le plus possible. Prairies et sols agricoles, éviter la conversion des sols, évidemment, dans un premier temps, restaurer les bandes riveraines agricoles, meilleure gestion des terres cultivées, on pense notamment à des cultures de couverture, à plus de cultures de légumineuses, par exemple. Il y a aussi meilleure gestion des pâturages, donc quand on parle d'élevage, encore une fois, l'introduction de légumineuses dans la nourriture animale, une meilleure gestion du fumier, et puis aussi une meilleure jonction entre l'agriculture et la foresterie, notamment à travers le développement du sylvopastoralisme, par exemple. Sylvopastoralisme, c'est de faire paître les animaux dans les forêts, en fait. Plantation d'arbres en bande riveraine, culture intercalaire d'arbres, éviter la perte des haies brise-vent, notamment pour éviter aussi la dégradation des sols. Pourquoi, en plus, le milieu agricole est vraiment important, notamment au Québec, à prendre en compte là-dedans, c'est que c'est un des 2 secteurs au Québec qui continue à avoir une augmentation de ses émissions de gaz à effet de serre année après année. Le secteur dans son ensemble représente 9,6% du bilan total des émissions de GES du Québec. Soit une augmentation de 12% quand même entre 1990 et 2018, l'autre secteur étant évidemment le transport. Et cette augmentation, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette augmentation des émissions de gaz à effet de serre est principalement due à la gestion des fumiers, ça c'est une chose, mais justement aussi à la conversion des sols agricoles, à leur gestion, notamment avec l'augmentation d'intrants de type azoté. Et juste en termes d'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre, le secteur agricole, c'est vraiment la gestion des sols représente à elle seule 24,7% d'augmentation des GES de ce secteur-là dans les dernières années. C'est quand même énorme. Donc, je vous ai fait une rapide présentation là, des différents milieux. Le milieu de la forêt, juste pour vous donner un exemple très rapide comme ça, les émissions de GES du Québec s'établissent au dernier inventaire à 81,7 millions de tonnes l'équivalent CO2. Jusqu'en parlant de la forêt, on a évité, en tout cas la forêt a absorbé 40 millions de tonnes d'équivalent CO2 et en rejette par contre par exemple l'exploitation forestière, les pâtés papier, la combustion
ou l'utilisation pour des produits à longue durée de vie, comme la construction de maisons, par exemple. Donc, on a rejeté 29 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc, on voit là qu'il y a vraiment une opportunité de séquestration versus une opportunité de réduction qui est vraiment très intéressante à travers les forêts. Ce qu'il faut savoir aussi sur les solutions nature, c'est des principes essentiels. Je le disais au début, mais je veux vraiment insister là-dessus et je le répète. Les solutions nature ne sont pas un substitut à l'élimination rapide des combustibles fossiles et ne doivent pas retarder les mesures urgentes visant à décarboner nos économies. Ça, c'est vraiment, je dirais, le principe essentiel mis de l'avant dans l'implantation des solutions nature. C'est une mesure complémentaire. Elles impliquent la protection et ou la restauration d'un large éventail d'écosystèmes naturels et elles sont mises en œuvre, ça aussi c'est un point extrêmement important et notamment dans une conversation sur l'aménagement du territoire et on voit autour de l'atelier aujourd'hui le nombre d'intervenants de différentes organisations qui sont présents, c'est que ces solutions naturelles doivent être mises en place avec le plein engagement et le consentement non seulement des peuples autochtones, mais des communautés locales, y compris les femmes, les groupes défavorisés, et sont conçus pour renforcer la capacité humaine à s'adapter au changement climatique. Les solutions nature, dans leur implantation, doivent être pensées avec les communautés locales. C'est la meilleure façon aussi de les pérenniser dans le temps. Et enfin, les solutions nature soutiennent ou améliorent la biodiversité. J'avais juste 8 minutes, là. J'espère que j'ai été relativement succincte pour vous présenter véritablement les grands principes de ces solutions nature. Qu'est-ce que c'est, en quoi c'est important. J'espère de vous avoir montré comment ça pouvait être intéressant de les amener justement dans cette fameuse conversation nationale. Je vous remercie et je reste disponible pour les questions à la fin des présentations. Merci beaucoup, Anne-Céline. Donc, c'était très bien, effectivement. Dans le temps prévu, c'était très clair. Moi, je retiens des choses intéressantes. J'ai beaucoup aimé ta diapositive là, avec les nombres, les chiffres de la séquestration du carbone par nos forêts. Bien, si je ramène ça, là, dans mes mots à moi, si je ramène ça à notre discussion aujourd'hui, c'est qu'avant même les activités humaines, avant même qu'on comptabilise tout ce que nous produisons, nos choix sur le territoire, déjà, là, on part avec un portrait qui peut être positif comme négatif selon la place de la nature dans nos milieux de vie et autour de nos milieux de vie. Je pense que les chiffres que tu as montrés là, de la séquestration du carbone sont importants, ils sont peu connus. Alors, c'est une très bonne première couche dans notre discussion d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'on va passer la parole à Martin Lapointe, que je vais présenter. Rebonjour Martin. Donc, Martin est détenteur d'un baccalauréat en géographie environnementale et d'une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal. Il est au sein de la MRC de l'Assomption depuis 2007 et depuis 2015, il en est le directeur de l'aménagement du territoire. Donc, la mise en valeur et la protection des territoires naturels et agricoles figurent parmi ses priorités d'intervention. Et dans ta conférence, Martin, je pense que tu vas nous parler un peu des particularités de la MRC de l'Assomption afin de mettre en avant les initiatives et les stratégies d'intervention à la fois en planification régionale qui est forte et qui est cohérente. Donc, parmi celles-ci, le redéveloppement et l'optimisation des milieux urbains, la connectivité des milieux naturels et la valorisation agricole des terres en friche. Alors, la parole est à toi. Merci, Philippe. Bonjour à tous. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce midi pour vous faire part de certaines initiatives mises en place par la MRC. Martin, je t'interromps. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on doit avoir à l'écran. Nous, on a un peu avec la diapositive suivante. Là. Je ne sais pas si c'est l'autre écran qu'il faut afficher ou pas, mais sinon, ça va. On voit quand même ta diapositive. Là. C'est qu'on a aussi diapo suivante. Mais ça peut aller comme ça s'il n'y a pas de notes secrètes. Là, non, je n'ai pas. Ça marche. Il n'y a pas de secret industriel. Donc, ce que je vous propose ce midi, donc dans ce cadre-là, donc je veux vous exposer en lien avec la problématique abordée sur la conservation et la protection des milieux naturels et de la zone agricole. Donc, principale particularité de notre territoire qui ont mené justement à la mise en place de certaines initiatives régionales. Et j'aimerais ça conclure par la suite avec certains éléments de réflexion plus globale en lien avec la gouvernance qu'amènent ces travaux-là sur la stratégie nationale sur l'urbanisme et l'aménagement des territoires,
donc que j'appellerai par la suite de stratégie, tout simplement pour faire plus court. Donc, un contexte d'intervention territoriale, ici simplement pour vous indiquer ou vous préciser certaines particularités qui m'apparaissent plus importantes aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas de la région de la Naudière, donc le territoire de la MRC de l'Assomption est dans le sud de la région de la Naudière. Donc, une porte d'entrée de la communauté métropolitaine de Montréal. 4 de nos 5 municipalités font partie de la communauté métropolitaine. Donc, il y a seulement l'Épiphanie qui ne fait pas partie de ce territoire-là de la communauté métropolitaine. On vient ici, je vous précise que nous, on se qualifie comme un territoire urbain qui a atteint une relative maturité. Ce qu'on entend par ici, c'est que nos territoires, en fait, on a atteint les limites de notre périmètre d'urbanisation. Donc, on est un territoire donc, traditionnellement de banlieue qui s'est vu donc, au cours des dernières années se densifier, se diversifier sur le plan des usages et des affectations. Donc, c'est pour ça qu'on se qualifie aujourd'hui comme étant un territoire relativement complet, mais qui a atteint donc ses limites. Zone agricole dynamique, donc on a une activité intense sur la pratique des activités agricoles. Et ce qui est remarquable sur notre territoire, c'est plus de 73% de ce territoire-là, de notre assise territoriale, est composé d'une zone agricole permanente. Et nécessairement, donc, cette occupation dynamique, donc au niveau des activités urbaines, des activités agricoles, a eu nécessairement des répercussions sur le territoire par une fragmentation certaine de nos milieux naturels, donc au cours des dernières années. Je vous dirais par contre, d'un autre côté, que depuis le début des années 2000, donc en 2004, la MRC a mis en place donc, une stratégie de protection et de valorisation de ces milieux forestiers plus particulièrement. Donc, ça fait le tour, en bref, donc, de nos principales particularités. Suivant cela, donc, qu'est-ce que sous-tend certaines de nos initiatives en cette matière-là? Donc là, je vous ai mis ici quelques éléments de cause à effet, donc de nos particularités, donc le fait qu'on a des périmètres urbains qui sont limités, donc l'espace, c'est une ressource limitée, donc on doit faire mieux avec ce que l'on a. Donc nécessairement, il y a toujours des occupations sur le territoire, que ce soit des occupations agricoles, des occupations urbaines. Naturellement, ces activités-là sur le territoire ont des besoins, croissent de façon générale. Ça exerce des pressions sur les milieux naturels, sur les milieux agricoles. Ça engendre certains enjeux de cohabitation parfois, de rareté de terrain, de spéculation, donc surtout en bordure des périmètres d'urbanisation. Et comme principale résultante de tout ça, si on mettait ça dans une espèce d'entonnoir de fil, ça nous mène nécessairement à se doter de stratégies d'optimisation de notre territoire. Donc, ce qui peut apparaître dans certains cas comme une limitation, donc cette limitation au niveau des espaces disponibles, ce qui peut être une contrainte pour certains, peut devenir une opportunité pour d'autres. Et c'est ce qu'on a compris sur le territoire de la MRC depuis de nombreuses années, en se dotant de certaines stratégies d'optimisation. Donc, comment mieux faire avec l'espace que l'on dispose. Et ça nous a amené aussi davantage vers des aspects qui relèvent de l'innovation. Donc, il faut le voir comme une stratégie. Ces opportunités-là, ça relève davantage de l'innovation. Donc, les stratégies mises en place, donc évidemment, c'est un survol de ces stratégies que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Nécessairement, ils sont relatifs à la gestion de l'urbanisation. Je vais aborder la question de la valorisation des terres en friche et de l'établissement de la connectivité de nos milieux naturels. Donc, une bonne stratégie d'urbanisation nous amène nécessairement à éviter des empiètements donc, en milieu naturel ou en milieu agricole. Donc, je vous ai fait part tout à l'heure de certaines particularités de notre territoire, comme quoi que pour nous, depuis le début des années 2000,
Mais le Conseil de la MRC a mis en place certaines réformes au niveau de la gestion de l'urbanisation. C'est-à-dire que déjà, au début des années 2000, on observait une rareté de plus en plus évidente donc, au niveau des espaces disponibles au développement. Donc, nécessairement, l'arrivée, nous, l'entrée en vigueur donc, du schéma d'aménagement de la MRC de troisième génération, donc, qui est entré en vigueur donc, en 2012, on a mis différentes stratégies de gestion de l'urbanisation, mais on l'a surtout axé sur le principe de refaire la ville sur elle-même, donc toute la philosophie de redéveloppement. Donc, et d'optimiser donc à la fois les espaces à vocation urbaine, mais aussi les espaces à vocation économique. Quand on parle de densification, oui, la densification, mais ce qu'on précise, c'est une densification intelligente de nos milieux de vie. Pourquoi intelligente de nos milieux de vie? Parce que la densification ne doit pas se faire n'importe où et n'importe comment non plus, parce qu'à l'inverse, ça pourrait créer d'autres types d'enjeux. Et en vue de la révision prochaine, nous, de notre schéma d'aménagement, donc une démarche que l'on devrait entamer donc l'année prochaine, c'est surtout, on va entamer la question de la planification par corridor de transport et tous les aspects de la mobilité durable que cela implique. Donc, je le répète, on est vraiment dans un changement de paradigme. Donc, on dit qu'on se développe maintenant autrement. Si on prend pour acquis que le territoire est une ressource limitée, il ne faut pas s'attendre toujours à ce que la ville s'étale justement sur des terres ou dans les milieux naturels. Stratégie de valorisation des terres en friche. Donc, oui, on a une zone agricole qui est ultra dynamique. Les pratiques culturelles se font de façon intensive. Alors, pourquoi tenter d'optimiser cette occupation du territoire-là, malgré justement le fait qu'on ait une zone agricole dynamique relativement homogène? Il y a certains secteurs qui sont caractérisés par des friches, entre autres par des propriétaires spéculateurs, donc en marge des périmètres d'urbanisation, donc des terres que l'on observe en friche. Donc, ce qu'on a fait au cours des dernières années, pour favoriser la valorisation de ces terres-là à des fins agricoles. Donc, il y a eu tout un inventaire sur les terres en friche qui a été réalisé. Pour certaines d'entre elles, il y a l'analyse du potentiel agronomique qui a été faite. Et par la suite, on a classifié justement le potentiel de valorisation de ces terres en friche-là, donc potentiel de remise en culture, de reboisement, d'agroforesterie. Mais plus récemment, donc avec la mise en place d'une zone d'innovation sur le territoire de la MRC, donc la zone d'innovation ACTEC, qui est en agriculture, ça nous amène aussi à pousser la réflexion vers l'agriculture de demain et l'innovation en agriculture. Enfin, une des stratégies qui est en cours d'élaboration, qui est liée justement à l'obligation qu'ont toutes les MRC au Québec d'élaborer des plans régionaux sur les milieux humides et hydriques, nous, c'est qu'on va étendre cette planification régionale-là vers l'ensemble de nos milieux naturels. Hein? Donc, on a fait état tout à l'heure de certaines particularités de nos milieux naturels, des enjeux de perte de biodiversité ou de fragmentation des écosystèmes nous amènent à mieux réfléchir justement cette question-là de protection et de mise en valeur, donc par des analyses de connectivité afin d'améliorer justement donc la qualité de nos habitats et de la valeur de nos écosystèmes. Donc ça, c'est une démarche qui est en cours donc actuellement. Donc, via ces différentes stratégies d'optimisation du territoire-là, ben, certains éléments nous apparaissent fondamentaux dans toute cette question-là de planification, que ce soit une planification donc, par le schéma d'aménagement de la MRC ou par des planifications sectorielles, donc comme les plans régionaux sur les milieux humides et hydriques, les plans de développement de la zone agricole. Donc, c'est quoi le point de départ de tout ça, en fait? C'est si on place le territoire donc, au centre de nos préoccupations, c'est sûr qu'on peut mieux connaître notre territoire, mieux planifier ce territoire-là et mieux intervenir sur le territoire. Puis ça, c'est une boucle sans cesse. Donc, c'est tout un processus donc, itératif. Et je vous rappelle que ce point de départ-là, ce point de réflexion qu'on a eu à la MRC, c'est vraiment de par les particularités de notre territoire. Quand un territoire est acculé au pied du mur, il n'y a pas le choix de mieux réfléchir à son utilisation et donc d'acquérir un certain niveau de connaissance, puis par la suite avoir de meilleures planifications territoriales et des meilleures stratégies d'intervention pour mieux faire avec
l'espace que l'on dispose. Enfin, je vais compléter avec cet élément-là ici. Donc, quelques éléments de réflexion en lien avec la stratégie nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Donc, si on considère que cette stratégie-là va nous amener éventuellement à une espèce de contrat territorial en toute cohérence, c'est ma perception de la chose, de cette bébête-là, de la stratégie. Donc, nécessairement, ça nous amène à traiter de partenariat. De partenariat, pourquoi? Parce qu'on le voit, l'aménagement du territoire, c'est une responsabilité politique au Québec, mais c'est aussi une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs. Donc, que ce soit le gouvernement du Québec, les communautés métropolitaines, les MRC, puis les municipalités locales. Donc, on doit avoir un partenariat fort dans lequel on doit avoir, suivant cette stratégie-là, donc une espèce de partage cohérent et clair aussi, pas seulement des responsabilités, mais aussi des pouvoirs. Il ne faut pas toujours parler de responsabilités confiées au milieu municipal, mais aussi de pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, ces nouvelles responsabilités à venir, doivent nécessairement être suivis d'un processus de reddition de comptes et d'imputabilité des élus à l'égard de l'aménagement du territoire. Pour moi, le processus de reddition de comptes, ça apparaît ultra important dans le cadre de cette démarche-là. Donc, quand on fait référence à des processus de monitorage, donc de nos outils de planification, pour vraiment s'assurer que les objectifs, que les orientations ont été atteints, on doit nécessairement se doter d'indicateurs de suivi et de meilleurs plans d'action. Chose qui nous est apparue aussi récemment, c'est toute l'importance d'accorder justement pour certains enjeux, notamment la gestion de l'urbanisation ou la protection des milieux naturels. Il y a certains de ces enjeux-là d'aménagement du territoire qui dépassent le cadre de nos simples territoires de MRC ou une municipalité. Donc, comme attente ou comme élément de réflexion que je vous propose, est-ce qu'on ne devrait pas améliorer certains mécanismes pour améliorer la prise en compte justement des planifications des territoires limitrophes? Et pour moi, ce qui m'apparaît aussi cohérent dans cette démarche-là d'aménagement du territoire, c'est les processus de révision ou de mise à jour de nos outils de planification. En fait, on voit certaines limitations ou certains retards dans le cadre de révision ou de modification. Pour moi, ce qui apparaît important, c'est que ce mécanisme de modification ou de révision de schéma devait être nécessairement attaché au processus de monitorage et de suivi de nos outils de planification, de manière à avoir une espèce de, pas en termes de coercition, mais en fait, c'est ce qu'il faut éviter, c'est d'intervenir à la pièce sur le territoire sans considération d'ensemble. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment et peut-être juste pour compléter aussi, pour souligner tout le travail du ministère des Affaires municipales. Et j'ai vu tout à l'heure que notre conseillère à la direction régionale est parmi nous aujourd'hui. Je voudrais, la remercier particulièrement parce que à ce niveau-là, quand on parle de démarche d'accompagnement territorial et de prise en compte des particularités territoriales sur le territoire, je pense que le ministère des Affaires municipales a vraiment emboîté le pas à ce niveau-là et tend à attirer l'ensemble des ministères et des organismes qui sont liés à l'aménagement du territoire dans cette approche-là d'accompagnement des MRC, mais aussi des municipalités en toute démarche de planification territoriale, parce qu'il faut le percevoir comme une démarche d'accompagnement et pas seulement une démarche où on a une approche davantage réglementaire. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et ça me fera plaisir de vous, de discuter avec vous pour la suite des choses. Merci. Merci beaucoup, Martin. Plein de choses bien intéressantes. J'ai beaucoup aimé ton mot de la fin, là. Le contrat en toute cohérence. Alors, si je résume dans mes mots ce qu'on a vu jusqu'ici, donc on est parti un peu de les limites au niveau, par exemple, je parle d'Anne-Céline, des limites au niveau des gaz à effet de serre, de ce qu'on peut se permettre, notre budget carbone sur la planète et de ce qu'on a besoin et de ce qu'on demande à la nature. Avec toi, on a parlé des limites à l'espace, à l'urbanisation, aux occupations, aux activités. Ce sont deux grandes raisons de fond là, qui nous amènent dans ce que tu nous as nommé comme un changement de paradigme. Puis, c'était très clair dans ta présentation
comment au niveau de la MRC où tu es, il y a vraiment besoin de stratégies d'orientation qui sont claires dans les interventions territoriales. Dans le fond, la discussion d'aujourd'hui, c'est, bon, on la voit bien à l'échelle de ta MRC. Vous avez parlé d'une maturité. Ce qu'on cherche, c'est effectivement, comme tu as dit, dans les territoires limitrophes, dans les territoires qui se conjuguent, dans un grand ensemble métropolitain. Fait qu'il y a la question de l'échelle. Après ça, bien sûr, la question de la reddition de comptes, mais donc la question de la cohérence. Fait que je voulais juste, moi, c'est ça que j'avais noté qui était intéressant, c'est que de dire, on est capable probablement de le faire bien fonctionner à une échelle existante MRC, mais ce n'est pas nécessairement l'échelle qui peut toujours répondre à tous les enjeux qu'on doit traiter, notamment à notre époque. Fait que, on va y revenir dans la période de questions. Puis je pense que pour ce faire, on va prendre une dernière présentation avec Mireille Asselin qui va aussi nous amener peut-être un peu plus concrètement sur le terrain dans les changements qui doivent s'opérer dans différents secteurs. Alors, Mireille, je vais d'abord te présenter. Merci d'être avec nous. Mireille est architecte et elle a conçu plus de 4000 projets. Elle s'implique en développement durable donc depuis 35 ans en menant des projets LEED, des projets Nouveau Climat, des projets Net Zéro, dont elle a reçu un prix en 2015 pour le premier projet de multilogement Net Zéro au Canada. Elle a reçu le prix de l'IDU, donc l'Institut du développement urbain en 2012 pour un projet de développement durable et en conception intégrée pour la rénovation du bâtiment de Moisson-Montréal. Et dans ses divers chapeaux, elle est également membre du conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement de la Naudière, présidente de l'Assomption en transition, rédactrice du projet Québec Zen du Front commun pour la transition, et conseillère municipale à Saint-Alphonse-Rodriguez. Alors, je vais te laisser compléter s'il y a d'autres chapeaux dont tu veux nous parler, puis présenter ce que ton expérience peut nous inspirer. La parole est à toi, Mireille. Il resterait juste ton micro à ouvrir, puis on serait parfait. Est-ce que tu... Oui, voilà. Ça va? Très bien. OK. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'aspect architecture. Donc, mon bureau a participé à beaucoup de projets. On a fait des projets dans environ une centaine de municipalités, dont 50 dans la MRC, pas dans la MRC, mais dans la Naudière. Donc, on connaît un peu toutes les réglementations des villes qui sont ici. Donc, aujourd'hui, je vais vous amener des constatations, des pistes de réflexion pour alimenter la discussion. Donc, la Naudière, pour nous, c'est 6 MRC, c'est 58 villes, mais c'est 58 règlements d'urbanisme complètement différents. Il y a une très grande disparité à de nombreux points de vue. Martin vient de parler de la conformité au schéma d'aménagement un peu. Donc, les MRC adoptent des schémas, les villes ont un délai pour s'y arrimer. Puis actuellement, quand on travaille ici dans la Naudière, il y a des règlements qui ont plus de 40 ans. Donc, ça ne reflète pas la réalité de ce qui se passe puis les besoins réglementaires actuels. Je constate aussi comme architecte qu'il y a plusieurs municipalités qui n'ont pas le personnel ou les personnes ressources pour mettre à jour les règlements d'urbanisme, les divers programmes, puis les nombreux autres règlements qui en découlent. Puis ils doivent donc faire affaire avec des firmes externes qui viennent intervenir sur leur réglementation d'urbanisme. Il y a des municipalités, par exemple, dans la région de la MRC de Berthier, qui confient à la MRC tout ce qui a rapport à l'urbanisme ou une bonne partie. Le rôle des services d'urbanisme, donc, je ne vous le noterai pas, mais je peux vous dire qu'on a des différences étonnantes entre les villes, puis parfois avec d'autres lois, puis d'autres règlements, même avec le Code civil, par exemple. Donc, comme concepteur, des fois, c'est un petit peu complexe. On note aussi des différences importantes sur des interprétations, des applications par rapport à des nombreuses normes qui devraient être provinciales ou fédérales. L'utilisation et la protection des bandes riveraines, par exemple, c'est très, très, très variable d'une ville à l'autre. Le type de fondation, ce qui est acceptable ou pas, les dimensions, juste un exemple, les allées de circulation, c'est 7 mètres à Longueuil, mais c'est 6 à Terrebonne. Les dimensions des cases de stationnement, c'est inégal d'une ville à l'autre. Pourtant, les voitures sont pareilles à la grandeur de la province, mais il y a tellement d'exemples.
Donc, il y a un grand, grand besoin de normaliser puis de régulariser. La construction et les permis. Donc, Anne-Céline parlait tantôt des gaz à effet de serre. Donc, la construction, le bâtiment, c'est 11 de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, les villes émettent des permis de construction pour les bâtiments, aussi pour les cabanons, les clôtures, les garages, les piscines, l'abattage d'arbres. De nombreuses villes n'ont carrément pas de règlement de construction. Certaines demandent de respecter le Code national de 90, de 95, de 2010. Il y en a qui n'ont aucun code de référence. Une partie des villes de la région ne demandent pas de plan préparé par un architecte ou un ingénieur, malgré la loi sur les architectes et les ingénieurs pour faire des triplex, des 6 logements, des restaurants, il y a plein de bâtiments où il y a des villes qui émettent des permis sans respecter ces lois-là. Plusieurs villes ne demandent pas non plus que n'importe quel plan soit préparé par un professionnel. Pour une maison, par exemple, la qualité de ce qui est présenté dans les villes est très, très, très variable. Il n'y a rien qui est demandé au permis concernant la consommation, ni même la source d'énergie, ni d'attester la qualité de la construction ou des lois diverses. Comme architecte, quand je fais des grands bâtiments, je dois confirmer qu'on respecte les lois sur l'économie d'énergie. Mais tout ce qui est résidentiel, il n'y a rien. Avoir un plan scellé par le membre d'un ordre professionnel, ça atteste pourtant d'une responsabilité de respecter les lois et les normes. Donc, il y a certaines villes qui le demandent, mais pas toutes. Résultat, on demande souvent d'inspecter des bâtiments ou d'intervenir quand il y a un sinistre ou toutes sortes de raisons. Donc, beaucoup de constructions sont mal construites, sont surtout mal isolées, ne répondent pas au code d'économie d'énergie ou ont d'autres lacunes qui font baisser la valeur, la pérennité ou qui augmentent indûment la consommation énergétique, les coûts d'entretien puis les dommages à l'environnement. Donc, j'ai été en même d'en visiter plusieurs centaines, donc pas juste quelques-unes. Ça va de la résidence qui n'a pas de fondation ou qui n'est pas isolée, jusqu'à la construction qui est construite sur des sols instables, dans la nappe phréatique, avec des escaliers non conformes, des chambres sans fenêtres. La question que je me pose, c'est lorsqu'il y a des inspections qui sont faites pour évaluer pour les taxes, des évaluations, pourquoi on n'a pas un niveau rehaussé d'examen pour signaler certaines de ces choses-là? C'est une question. Les PIA, les programmes d'implantation et d'intégration architecturale, c'est un outil de travail important et fantastique pour les concepteurs, mais aussi pour les comités d'urbanisme, pour évaluer les projets qui sont présentés avec le cadre de l'application des programmes. Les programmes ne sont pas toujours bien compris, ne sont pas toujours appliqués. Puis bien que ce soit très, très, très subjectif, les interprétations et les commentaires qu'on reçoit portent à questionnement des fois. C'est un outil, je pense, à bonifier pour juger la qualité d'un projet, puis surtout de son intégration à son environnement. Il y a d'autres outils qui permettent de mieux intégrer un projet particulier dans son cadre bâti, son environnement, son voisinage, puis une vision à long terme, donc du développement, de l'utilisation du terrain. Les PPC-MOI, donc les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Nous, on a eu beaucoup l'occasion d'utiliser ces programmes-là. Ce type d'approche, ça a permis d'implanter des projets qui n'étaient pas permis tels quels au zonage et d'optimiser l'utilisation du site. Donc, l'utilisation de ces outils-là, c'est un plus pour améliorer l'intégration et le respect de ce qui est déjà là, des voisins aussi. On devrait d'abord commencer par penser à ce qui est avant ce qui sera. Préservation et entretien du patrimoine architectural. Je me suis permis d'écrire « Oh boy ». Donc, c'est très, très, très inégal comme préoccupation d'une ville à une autre. La difficulté actuellement que moi je vois, on me demande beaucoup d'analyser puis de juger, donc comme architecte. Il y a une nouvelle loi provinciale, justement. Elle n'est pas comprise ni interprétée de la même façon dans toutes les villes de la région ou en dehors de la région. Donc, je suis intervenue il n'y a pas longtemps à Gatineau. Les villes n'ont pas les moyens pour évaluer, analyser, documenter le patrimoine bâti qui est sur leur territoire.
Ça prendrait des moyens, des ressources, des guides. Ils ne les ont pas actuellement. On leur a donné une loi à appliquer, puis je constate qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire. Les villes demandent depuis peu parfois une lettre d'architecte, donc concernant la valeur architecturale, quand une personne demande de la démolir. Donc, pas avant, c'est quand arrive le temps de la démolition, puis c'est dans l'urgence. Aussi, on demande une évaluation des coûts de remise en état du bâtiment. De façon générale, les villes dans la région vont autoriser la démolition quand le coût des travaux dépasse la valeur du bâtiment. Suggestion. Évaluation et documentation du patrimoine architectural, des programmes de subvention et d'entretien aussi. Préservation, mise en valeur des noyaux villageois, constatation. Le développement s'éloigne souvent à l'extérieur du noyau villageois. Ça tend à dévitaliser les centres comme les centres-villes, les noyaux. Donc, les centres commerciaux, par exemple. Il y a plein d'exemples dans la Naudière, là, entre autres beaucoup dans la MRC, l'Assomption. Pourtant, des noyaux villageois bien entretenus, animés, occupés, augmentent la qualité de vie, le développement durable. Souvent, on n'a pas besoin de voiture, c'est le spot pour l'achat local, la culture. C'est accessible à tous, les enfants, les adultes, les familles, les aînés. Il devrait se développer en milieu de vie durable, inclusif et adapté. Les villes qui ont des programmes de subvention, des PIA qui sont plus serrés, des règlements d'affichage bien pensés, qui sont assistés par des organismes qui les aident à entretenir et préserver en ayant une vision pour réparer la trame urbaine ou la compléter. Ceux qui sont plus proactifs ont plus de succès puis gardent davantage leurs résidents et leurs commerçants. Une lacune que je souligne dans plusieurs villes et villages du coin, c'est de penser à la place publique. Donc, quand un village se développe, à un moment donné, on oublie ces espaces-là. Les parcs aussi, on parle de petits parcs municipaux, régionaux, mais les grands parcs dans certaines villes, ce serait peut-être à penser. Protection du patrimoine, de panorama et justice d'égalité d'accès aux sites naturels d'intérêt. Donc, l'accès au bord de l'eau, aux rivières, au soleil, aux vues, au coucher de soleil. La préservation, Anne-Céline en a parlé, Martin aussi, des tourbières, des ruisseaux, des zones humides, intégrer l'eau dans les aménagements de sites, garder les ruisseaux. Depuis 35 ans, on me demande de mettre l'asphalte avec un canal pour envoyer l'eau dans des tuyaux. J'essaie depuis des années de mettre des sols qui sont plus perméables pour les voitures et tout ça, pour qu'il y ait moins de place, moins de réseau, et en tout cas, on pourra en reparler. Questionner l'accès privilégié au bord de cours d'eau en démocratisant pas actuellement certains accès pour tous. Par exemple, moi, je suis de Saint-Alphonse-Rodriguez, on a environ 35 lacs. À ma connaissance, il y en a un seul où on peut aller de façon publique au bord du lac, il y a une plage publique. Je trouve qu'on devrait aussi beaucoup réfléchir à longue portée des condos de grande hauteur sur des plus petites propriétés à la proximité. Ça commence à se faire beaucoup dans la Naudière, Terrebonne, Repentigny, Mascouche. Il faut y penser d'avance. C'est important. À Montréal, on me demande tout le temps comme architecte de faire une étude d'ensoleillement pour montrer ce qui va se passer avec la construction d'un bâtiment en hauteur pour être sûr que ça ne va pas nuire à la cour du voisin. Ça ne m'est pas demandé à Repentigny et Terrebonne. C'est la même chose pour les microclimats qui sont dus au vent. Il y a dorénavant, par exemple, un corridor là, qui est bien étonnant là, dans une ville que les gens de la MRC, l'Assomption, connaissent. Moi, je pêchais au bord du fleuve quand j'étais tout petite. Puis maintenant, c'est assez étonnant, c'est à l'ombre tout le temps parce qu'il y a des condos qui sont érigés tout près de la rue. Donc, je trouve que c'est une réflexion à avoir. Dans mon cas, ça ne me donne pas envie du tout de circuler à pied, mais de prendre ma voiture. Je pense que c'est le contraire de ce qu'il faut arriver. C'est un projet qu'on a fait il y a 10 ans à Mirabel. Donc, c'est une zone, Mirabel, où en fait, j'ai arrêté de travailler avec certains constructeurs qui essayaient d'en mettre trop au pied carré. Puis, on a réussi à conserver des ruisseaux. Comme vous voyez, c'est un aménagement naturel. On n'est pas obligé de mettre du gazon à tout prix. Donc, je trouve que de garder l'eau dans les projets, c'est hyper important, les zones humides. Mireille, on va essayer d'aller vers la conclusion, si c'est possible. OK.
Donc, une des choses qui est importante, c'est au niveau de la densification, de regarder certaines choses. Donc, les maisons bigénération dans la région, c'est très variable d'une ville à l'autre. Ici, je vous présente juste une maison qu'on a faite, qui est une maison des années 50, qu'on a agrandie pour permettre plus de gens sur le même site. Donc, c'est faisable. Celle-ci, c'est une maison pour des enfants qui sont handicapés. Donc, ça a demandé de modifier le zonage. Puis, c'est assez important au niveau de la densité que les règlements puissent permettre la bigénération, les maisons secondaires dans une cour. Souvent, les problèmes qu'on a, c'est que ça demande 2 stationnements de plus pour le logement d'appoint. Puis, on n'a pas de place, puis c'est encore des autos, puis les gens ne les ont pas. Donc, il y a un arrimage à faire des règlements au niveau de l'urbanisme. Je suggère 2 documents que je connais bien. Donc, la feuille de route pour le Québec Zen, qui amène beaucoup de solutions, et une politique d'architecture. Donc, les documents de Québec Zen. Juste une petite question que je demande, c'est au niveau de quand on fait les évaluations pour établir le taux de taxation d'une maison, pas le taux, mais le montant des taxes. Il y a des inspections qui sont faites à chaque fois. Puis je me demande si on pourrait pas bonifier les informations qui sont récoltées lors de ces inspections-là. Donc, merci beaucoup. Puis, je suis disponible donc pour les questions. Merci beaucoup, Mireille. Alors, merci de nous partager ta riche expérience. À chaque exemple, on en apprend sur les défis qui sont les tiens au quotidien, mais qui, dans le fond, ça fait la suite de ce qu'on a vu comme présentation antérieure, c'est de dire le besoin de modernisation du cadre d'intervention sur le territoire, donc des règlements se fait sentir très fortement. Et donc, on est à la recherche de la cohérence, que je reprends le mot de Martin, on est à la recherche de la cohérence, sans parler nécessairement, le but, ce n'est pas de l'homogénéisation non plus, mais c'est que ça prend une flexibilité d'intervention, alors que les pouvoirs publics, eux, ont un territoire défini, mais toi, comme professionnel qui interagit dans le privé, tu es appelé à intervenir partout. Et à adapter, à innover partout. Mais là, il y a des contraintes, il y a des barrières. Je ne sais pas si je veux juste vérifier si on a réussi à arrêter le partage d'écran pour passer à la section... bon, nous revoici. Pour passer à la section discussion. Alors, je vais ouvrir les micros. Je rappelle, vous pouvez utiliser à la fois la réaction « lever la main » pour que je puisse vous donner les tours de parole qu'on va noter. Et également, s'il y a moins d'interventions, je lirai à voix haute là, ce qui est sorti dans la conversation écrite. On est à la recherche de vos réflexions, de vos bonnes idées, un peu dans justement, quel est le cadre d'intervention territoriale. On peut parler de tous les thèmes dont on a identifié au début, là, à la fois la croissance urbaine, la ruralité, la fiscalité, la gouvernance. Je pense qu'on va y aller un peu au feeling. Habituellement, ça marche bien dans notre série d'événements. Alors, allons-y. Je vais donner la parole à Chloé Fredette. Fredette, la parole est à toi. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'opportunité et merci aux conférenciers. C'était très intéressant. Moi, j'aimerais, dans le fond, ça va être un commentaire, mais j'invite évidemment les panélistes là, à élaborer sur ce sujet-là si ça les intéresse ou s'ils ont des réflexions par rapport à ça. Moi, dans le fond, mon sujet d'intérêt dans cette grande étude-là, cette consultation-là, ce sont les infrastructures végétalisées et les phytotechnologies. Donc, on parle de la stabilisation des berges et des sols par des techniques végétales, les biorétentions, les jardins pluviaux pour la gestion des eaux pluviales, les toits et les murs végétalisés, etc., etc. Et je trouve qu'ils, malheureusement, sont un peu oubliés des fois du discours. On parle souvent des milieux naturels, des milieux urbains aménagés, mais les infrastructures végétalisées sont vraiment au milieu de tout ça, puis vont pouvoir aider à vraiment plusieurs niveaux. Donc, plusieurs enjeux qui ont été discutés aujourd'hui ou plusieurs points qui ont été discutés aujourd'hui. Donc, on parle de solutions basées sur la nature. Bien, les IV en font partie. On parle de protection des milieux naturels, de développement intelligent de nos villes, d'utilisation à capacité maximale d'un territoire, de la révision des règlements d'urbanisme,
de dévitalisation des centres de municipalité, des disparités entre les régions. Donc, bref, à tous ces niveaux-là, les infrastructures végétalisées doivent, selon moi, être considérées et doivent avoir une place absolument importante, je trouve, dans la stratégie qui va être mise en place pour éviter justement qu'il y ait des régions du Québec qui soient délaissées ou qui ne soient pas accompagnées à ce niveau-là et que d'autres soient extrêmement proactives. Encore une fois, tout simplement pour la seule et bonne raison que ce type de solutions-là ont des impacts multiples et des bénéfices multiples. Donc, tant au niveau de l'aménagement de notre territoire, de la protection de l'environnement, de la protection de la santé des populations, la vitalité des territoires, etc. Donc, c'était le commentaire que je voulais apporter. Merci beaucoup, Chloé. Alors, très intéressant. Je pense que Mireille a parlé un peu des exemples aussi, là, à la fois dans les promoteurs privés. Puis je sais qu'il se fait plusieurs choses sur votre territoire. Merci les Moulins également. Peut-être, je vais donner la parole au conférencier, oui, pour des éléments de réponse. Un petit commentaire là-dessus. Oui. Une des contraintes qu'on a, nous, une de nos spécialités, c'est l'énergie solaire. Puis on a fait des projets où, en fait, il y a des endroits où on veut le mettre, mais le règlement municipal ne le permet pas parce que c'est considéré comme de la mécanique du bâtiment, puis ça ne doit pas être vu. Donc, c'est un petit peu difficile de faire fonctionner un panneau solaire si on ne le voit pas. Donc, on a fait un projet dans Laval où on pouvait seulement d'un côté de la rue faire le projet parce que les panneaux étaient sur la façade arrière, mais on ne pouvait pas sur l'autre côté de rue parce que ce n'était pas permis. Pour ce qui est des toits végétalisés, en Ontario, c'est un règlement. Il doit y avoir au moins 10% des bâtiments qui l'ont. Ça fait 25 ou 30 ans que beaucoup d'architectes ou d'urbanistes on le demande. Il y a eu une petite modification au niveau des codes de construction, mais qui est tout petite. Mais il faudrait que les bâtiments puissent avoir une charge supérieure parce que c'est pesant sur un toit. Donc, il faudrait qu'au départ, on demande que les bâtiments aient une meilleure structure. Oui, ben si je peux ajouter aussi à ça, effectivement, c'est clair que les infrastructures végétalisées font partie des solutions nature. J'en ai pas parlé dans ma présentation parce que le temps a été limité, mais évidemment que ça va faire partie des choses qu'on va porter. Ce que vient de dire Mireille est je pense essentiel, c'est-à-dire qu'il y a une question de normes et de réglementation dans tout ça qui est fondamentale. Je pense qu'on est quand même rendu à un moment où il va falloir oser imposer des normes et des règlements pour une certaine forme d'homogénéisation quand même, effectivement, sur tous les territoires, pour l'implantation de ces différentes technologies vertes, solutions nature et phytotechnologie, tout ça, parce que ça ne va pas assez vite naturellement, c'est comme beaucoup d'autres changements de comportement qu'on espère voir arriver par miracle de même. Là. Mais quand on voit comment puis particulièrement la couronne nord de Montréal, quoi qu'ici aussi à Québec, moi je suis à Québec, la rive sud c'est particulier aussi, mais on voit là, tout ce qui est développement domiciliaire, c'est tout de l'alignement de maisons qui se ressemblent les unes avec les autres, qui va complètement à l'encontre de ce que prône l'urbanisme d'aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme ça et pourtant, malheureusement, encore beaucoup trop d'élus locaux ne jurent que par ce type de développement-là. On le voit ici, par exemple, avec, pour pas le nommer, le maire de Lévis, là, sur la rive sud. Là. Ouf, c'est difficile. La question que moi, je me pose depuis ta présentation, Anne-Céline, puis je pense que c'est le complément aux objectifs là, que Mireille nous a dit qui peuvent exister en Ontario, là, aux objectifs de verdissement, c'est comment on peut donner, là, je dirais, socialement ou culturellement une valeur à l'utilisation donc du verdissement, mais également des milieux naturels, une valeur, évidemment, notre compréhension générale, c'est une valeur marchande, là, alors qu'on comprend très bien la valeur dans notre société du développement immobilier. Si on le comprend, les valoriser, elle est comprise par tout le monde. Quand tu parles des élus qui s'y rattachent, c'est que c'est quelque chose. Fait que là, je pense qu'on est à la recherche aussi d'une autre façon, non seulement d'avoir les objectifs de cohérence, mais également de transformer notre relation à cela. Là, moi, j'ai posé cette question-là, mais en même temps, plein de belles mains se sont levées. Alors, je vais laisser les gens dans la salle intervenir.
Je ne sais plus dans quel ordre. Je vais donner la parole à Charles, ensuite à Édith et à Chantal, si ça vous va. Alors, bonjour à tous. Je crois que je dois être probablement le seul représentant du milieu agricole, à moins que quelqu'un lève la main. Vous comprendrez que la question, tout ce qui touche, étrangement, là, agronome de formation, travaillant en agriculture depuis 25 ans, c'est la notion de densification et d'aménagement urbain qui m'interpelle aujourd'hui. Vous comprendrez qu'on est à l'UPA, on est très préoccupé par la question de l'aménagement du territoire parce qu'au final, quand l'aménagement de la zone blanche, des périmètres urbains se fait tout croche, les répercussions se font assurément en zone agricole. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais les meilleures terres agricoles sont aux endroits où la spéculation est la plus importante et aux endroits où les besoins, où le transfert des gens, notamment de la communauté métropolitaine de Montréal vers les banlieues, ça fait. Donc, c'est sûr que nous, on vit à chaque année avec, et on devra probablement vivre à chaque année avec des demandes d'exclusion de municipalités. Ça risque d'être un fait. Malheureusement, à chaque fois, il s'est fait, et de plus en plus, il s'est fait au détriment des meilleures terres. Historiquement, il s'est fait du développement de zones blanches, puis il s'est fait du développement de périmètres urbains souvent dans des sols peut-être de moins bonne qualité, ou en tout cas, les extensions, on recherchait les sols de moins bonne qualité, mais force est de constater que de plus en plus maintenant, là, je veux dire, presque systématiquement, les extensions de périmètres urbains vont se faire sur du sol classé 2 ou souvent ici en région, donc les meilleures terres de la nation. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est une préoccupation. Là où je suis très interpellé, c'est par Mme Asselin. D'ailleurs, on est conseiller de village. Je suis conseiller ici à la municipalité de Sainte-Béatrix, donc on est voisins. Et je peux vous dire que moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est de voir à quel point les municipalités qui se sont pourtant fait nommer comme des gouvernements de proximité dans les dernières années, sont excessivement mal équipés pour répondre aux préoccupations futures, pour répondre aux enjeux qui nous sont, mettons, exposés depuis quelques années. Je parle de densification, bien entendu, toute la question de la mixité des usages, toute la question de la requalification, du redéveloppement. Tout ça, je veux dire, en tout cas, nous, c'est sûr que souvent, il va dans certaines MRC, là, je prends Martin comme exemple, bon, il y a des MRC qui sont qui supportent énormément les municipalités, mais les municipalités sont très mal équipées, très peu de ressources. Je veux dire, comme élus, nous, dans le fond, c'est sûr là, que les décisions, on comprend que l'aménagement du territoire, c'est un geste politique, mais les élus, nous, au départ, il faut être capable de s'appuyer sur des ressources compétentes à l'interne. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Je ne fais pas l'étalage de la municipalité de Sainte-Béatrix très précisément. Je veux juste vous dire que souvent, dans des demandes d'exclusion ou des demandes d'UNA aux abords des périmètres urbains, je veux dire, d'un fois, on va discuter avec les élus municipaux, municipalité locale, puis je me rends bien compte que, je veux dire, là, on ne parle pas du tout le même langage. Là. Puis ça dont moi je parle, là, ils ne savent à peu près pas de quoi je parle. Et donc, ça, c'est un problème. Je veux dire, on a donné beaucoup de responsabilités aux municipalités et on leur a donné très peu de moyens. Donc, ça se fait souvent là, à la pièce, là, un peu. Donc, ça m'interpelle énormément. J'allais dire aussi, dans un autre ordre d'idée, parce qu'on a parlé beaucoup de milieu naturel. Rapidement, s'il vous plaît, oui, Bergeron, juste pour laisser la parole aux autres aussi. Oui, en une minute. On parle aussi d'agriculture, de foresterie. Martin a parlé de milieu naturel. On rappelle à chaque fois, je pense, en tout cas, je me fais le porte-étendard des producteurs forestiers, mais on rappelle à chaque fois que l'aménagement de la forêt, ça ne veut pas dire la laisser grandir et ne pas y toucher. C'est pas ça mettre en valeur une forêt. Mettre en valeur une forêt, c'est l'aménager. Et ça, puis on parlait tantôt vous parlez, Mme Asselin, tantôt de règlements tout azimut. Bien, les règlements d'abattage des municipalités, s'il y avait un règlement qui est à peu près tout croche parce que ça a été un copier-coller,
c'est bien le règlement d'abattage, puis ça ne permet pas à des producteurs forestiers de pouvoir mettre en valeur la forêt. J'arrête là. Merci beaucoup. C'était très clair, M. Bergeron. Je vois la main de Martin qui est levée. Je vais prendre les interventions des gens qui n'ont pas parlé jusqu'à date, là, puis après ça, on fera un tour. Donc, bien prendre des notes, mais très intéressant. Hein? On a votre côté professionnel dans le monde agricole qui nous dit le principal enjeu qu'on doit regarder, c'est l'étalement urbain. Ce pont-là n'est pas clair pour tout le monde. Puis deuxièmement, ça a été en filigrane de toutes les interventions aujourd'hui, le manque de pouvoir, de capacité, qu'il soit en interne, parfois même en externe pour les municipalités, d'intervenir. C'est pour ça que j'ai parlé d'échelle tantôt aussi d'intervention. Alors, on va prendre les autres commentaires. Donc, Édith Gravel. Oui, Charles, je suis désolée de savoir que tu ne te sens pas soutenu par ta propre MRC et que tu cites des exemples d'autres. Non, mais je ne faisais pas de cas de ma municipalité particulièrement. Je m'ennuie de toi, de te voir en vrai, donc je te taquine. Je pourrais parler, je pense, pendant 1 heure, fait que je vais juste essayer de synthétiser mon cerveau. Tu sais, je pense que si cette fameuse stratégie nationale sur l'aménagement amène l'aménagement au cœur du débat, parce qu'on oublie tellement, moi je travaille dans une MRC, on oublie tellement que toute la piste, toutes les solutions aux problématiques que les panélistes ont amenées, les changements climatiques, la densité, ça passe par l'aménagement, mais notre grand malheur, c'est on dirait que nous, on est des initiés, on y croit, mais d'une façon qui m'échappe depuis maintenant 15 ans, le message ne se rend pas nécessairement. Je pense que souvent, ce qui nous nuit, c'est qu'en termes d'aménagement, d'urbanisme, pour les élus, beaucoup, ce qu'ils voient plus, c'est la contrainte, le règlement, le document complémentaire du schéma qui impose, qui met des balises, plutôt que de voir tout l'aspect où le schéma peut être un document de vision, de planification. Fait que j'espère sincèrement que pour mes 15 prochaines années de pratique, grâce à cette stratégie-là, puis peut-être grâce à cette conversation-là, on puisse réussir à remettre l'aménagement du territoire au centre. Peut-être, j'aime beaucoup ce que vous avez fait dans la MRC de l'Assomption, on sait bien. Le territoire avec juste comme 3-4 stratégies puis 3 piliers au lieu de peut-être vouloir ramasser la gratte sur tous les enjeux. Puis tranquillement, pas vite aussi, je pense que dans l'Assomption, vous réussissez à démontrer l'aspect positif puis l'aspect du gain dans cette réflexion-là, puis dans le fait d'avoir l'aménagement. Mais l'aménagement du territoire, ce n'est pas au cœur des préoccupations quotidiennes. Les poubelles, les loisirs, la taxation, oui, mais l'aménagement, non. Puis ça a souvent mauvaise presse à cause de l'aspect réglementaire. Je respecte, je m'arrête. Merci. C'était très clair, votre intervention. Vraiment, merci. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui est mis en lumière, là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la planification territoriale versus quelles sont les attentes des gens qui entrent dans les conseils municipaux, qui ont des obligations et des pressions citoyennes, sans nécessairement comprendre tous les enjeux de la planification. Alors, je veux juste vous dire aussi que dans la conversation écrite, il y a quand même certains points très intéressants. On n'aura pas le temps de passer au travers, mais celles et ceux qui veulent consulter. La parole serait à Chantal Lalonde. Oui, bonjour. Moi, je suis dans un domaine peut-être bien différent du vôtre. Je suis en développement social. Donc, notre rôle, nous, c'est de mobiliser les acteurs des territoires pour finalement améliorer la qualité de vie puis de favoriser la solidarité, l'inclusion sociale. Et naturellement, on fait des liens directs avec que ce soit l'économique, l'environnement ou la culture, parce que sans un environnement sain, c'est bien de valeur, mais l'humain n'existera pas. Même si souvent, c'est lui qui scrape l'environnement. Mais en tout cas, dans le fond, juste pour revenir sur ce qu'Édith disait, je me dis que si par rapport à le message qui ne se rend pas, s'il faut ramener l'humain toujours au centre, j'ai comme l'impression que c'est les citoyens, les humains, il faut les ramener là parce que effectivement, si on y pense, si le message ne se rend pas, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés sur les personnes qui vivent dans les territoires. Moi, ma préoccupation, ce que je vis ces temps-ci, c'est vraiment toute cette notion de densification. J'habite dans le sud de la Naudière, où il y a la construction de condos, des résidences de personnes âgées, en voulez-vous, en v'là, dans le milieu privé. On coupe les arbres de plus en plus. Je n'entendais pas bien la 640 quand je suis arrivée ici il y a quelques années. Maintenant, je l'entends très bien le matin, le trafic qui est là. Et sans parler d'agriculture, comme vous avez parlé tantôt.
Cette densification-là amène à l'heure actuelle une surenchère, même si nos gouvernements disent qu'il n'y a pas de crise du logement, il y en a une. J'ai l'impression qu'il y a une fracture en plus de ça qui se fait parce qu'on va avoir les maisons de 1 million ou de 500 000, même si dans le temps, elles valaient peut-être moins que ça. Et il y a plein de gens qui vont devenir des sans-abri ou quasi. Donc, il y a quelque chose à ce moment-ci qui me fait très peur, moi, par rapport au prix des loyers et même l'acquisition d'une maison. J'ai bien aimé, Mireille, quand vous avez parlé là, de vos unités accessoires d'habitation. Moi, on va avoir, nous, l'animation d'un chantier régional sur l'habitation dans la Naudière. C'est une des priorités qui a été identifiée dans le cadre de la démarche de la Naudoise qui est portée par la table des préfets. Et il y a un chantier qui s'appelle l'habitation et on a un plan d'action pour les années à venir. Madame Asselin, probablement qu'on va vous interpeller. Puis je voulais dire que j'étais contente d'entendre Martin de la MRC de l'Assomption dire on s'en va vers notre réédition de schéma d'aménagement parce qu'on a des conseillers municipaux de votre MRC qui travaillent avec nous. Bon, ben, allez vous voir quand ça va être le temps pour parler d'habitation, de trouver toutes sortes de façons de créer des milieux où justement, ce n'est pas toutes des maisons pareilles, où justement, il y a des parcs, où il y a de la nature, etc., de recréer ça, mais toujours en se branchant sur le besoin de l'humain. Je n'arrive pas à comprendre, puis j'imagine que c'est une question d'argent. Cette densification-là, est toujours pour dire on va avoir plus de maisons, on va avoir plus de taxes? Je suis encore, moi, bien néophyte. À 61 ans, je suis encore bien innocente. Tu sais, on dirait que je ne comprends pas cette affaire-là. En même temps, je me dis que peut-être que cette densification-là ou cette surenchère qu'on vit à l'heure actuelle va ramener à un genre d'équité interrégionale. Les gens vont arrêter de se rendre tous en même place, puis ils vont être obligés de s'éloigner de plus en plus. Mais est-ce que les services vont suivre? En tout cas, c'est tous des éléments, je pense, qu'il faut ramener dans cette stratégie-là, qu'il faut cogner sur le clou, puis il ne faut pas lâcher le message, même si Edith a dit que le message ne se rend pas. Il faut continuer de cogner sur le clou. Parce que moi, je pense que sinon, ben, on ne vivra pas 50 ans puis 60 ans encore. Je ne suis pas très, très positive, mais j'essayais de faire un lien avec tout ce qui considère la vie. Ce n'est pas juste l'environnement, c'est l'humain au centre, c'est tout ce qui entoure. Et puis, je compte pouvoir participer à la stratégie nationale au niveau des consultations nationales, je l'espère. Philippe, oui. tu me permets juste de poser une question à Chantal. Est-ce que tu veux dire plutôt l'étalement urbain au lieu de la densification? L'étalement urbain, oui. Oui, il y a un étalement, mais en même temps, on grandit, on met en hauteur parce que, comme disait Martin tantôt, il n'y a plus de terrain. Et il y a de moins en moins de terrain pour construire, fait qu'on les met en hauteur. Il y en a de plus en plus. Merci, Chantal, pour votre intervention. Il y a vraiment les deux éléments là, qui sont très saillants. Fait que l'étalement urbain, puis là, effectivement, la canopée qui est de moins en moins là, mais aussi la pression sur les coûts à la propriété là, qui est majeure. Moi, je veux juste dire qu'on parle de choses tellement transversales, mais tout ça nous fait dire à quel point c'est important d'avoir la réflexion qu'on a, puis à quel point il faut décloisonner les réflexions. Fait que là, il y a eu plusieurs interventions. J'espère que vous avez pris des bonnes notes. Je laisserai comme un bon tour de parole aux conférenciers, conférencières, qui est un peu votre mot de la fin en même temps. Là, fait que répondre aux questions et les points que vous voulez apporter. Donc, Martin, Anne-Céline, puis Mireille, je vous laisserai la parole pour clore bientôt notre activité. Bien, beaucoup de choses ultra intéressantes, puis en rafale, rapidement. Tu sais, d'abord, pour rejoindre le commentaire de ma collègue Edith, je pense qu'il faut qu'il y ait un conseil de MRC qui soit ouvert à ça. Puis je pense que je peux bénéficier, moi, au niveau de la MRC de l'Assomption, d'un conseil qui est sensibilisé aux notions d'aménagement du territoire. Donc ça, c'est un prérequis essentiel dans toute démarche. Donc, en lien avec les infrastructures naturelles, donc une question-commentaire de la part de Mme Fredette. Donc, de mon chapeau de MRC, moi, je vois à ce niveau-là un potentiel de création d'infrastructures vertes. Oui, mais sous mon angle MRC, c'est davantage au niveau, quand on parle de connectivité des milieux naturels, du potentiel de restauration des milieux naturels, qu'on peut même allier de notre côté au programme d'entretien et d'aménagement de cours d'eau. Ça peut se faire, ça, ces notions-là, puis ça interpelle également le côté urbain et pas seulement le côté agricole, parce que les plans régionaux sur les milieux humides et hydriques se font à l'échelle du territoire, donc au complet. Donc, il y a cet élément-là.
dans le cadre de ma présentation, je n'ai pas mentionné un aspect, mais quand on parle de cohérence, ce qui est important de retenir, ce qui serait important de voir dans une LAU, donc une loi sur l'aménagement et l'urbanisme modifiée ou renouvelée, c'est la question des grands principes qu'on devrait retrouver, des grands principes en aménagement du territoire qu'on devrait retrouver en préambule de cette loi-là. Donc, qui viendrait guider l'action de tous les acteurs qui sont liés à l'aménagement du territoire. Charles, tu faisais référence aux questions de responsabilité, puis je suis tout à fait d'accord avec toi sur parfois les moyens n'ont pas suivi. Donc, les babines ne suivent pas nécessairement les bottines, mais on parle de responsabilité, mais il faut aussi parler de pouvoir. L'un vient avec l'autre. Parfois, c'est des pouvoirs qui nous sont manquants, donc au niveau des MRC ou au niveau des municipalités. Autre aspect qui touche au niveau de la collaboration, j'ai la chance d'intervenir avec mes municipalités sur le territoire. Donc, il y a vraiment un partenariat qui doit être établi entre la MRC et les municipalités. Chacun a son rôle à jouer. Dans notre cas, on a aussi la communauté métropolitaine. Et enfin, je termine avec ça. Par rapport à la densification, oui, la densification a des vertus, mais je pense que c'est une question d'intégration de la densification. Et les villes, à ce niveau-là, doivent être proactive justement pour encadrer la densification et ne pas laisser les promoteurs aller avec la densification. Trop souvent, c'est seulement la norme comptable qui compte, c'est-à-dire combien je peux rentrer de logements à l'hectare sans se préoccuper de l'intégration au milieu de vie et des services qui doivent accompagner justement cette densification-là. Donc, je termine là-dessus. Merci, Mathilde. Oui, ben, j'adhère à tout ce que vient de dire Martin complètement. Petite précision aussi, Martin, tu sembles dire aussi que cette nouvelle réflexion que vous avez à la merci de l'Ascension a démarré avec le constat que vous arriviez aussi à la fin un peu de ce que vous pouviez faire en termes d'extension du territoire. Moi, j'ai aussi envie de dire, évitons de nous rendre là, d'avoir ces réflexions-là beaucoup plus en amont. Ça évitera évidemment, parce que ces réflexions-là sont encore plus, je pense, importantes à prendre justement pour éviter d'en arriver justement avec une saturation du territoire. D'autant plus important à prendre en compte que dans la question de la lutte au changement climatique et de l'adaptation, on le sait, veut pas, il va falloir relocaliser à tous les niveaux. Relocaliser au niveau de la production, que ce soit des biens, que ce soit de l'agriculture, que ce soit, il va falloir décentraliser énormément. Et on le sait que la transition écologique et sociale qu'il va falloir mettre en place va être opérée à l'échelle locale. Donc, l'enjeu du pouvoir et des moyens donnés aux communautés locales va être essentiel aussi à aborder. Le Front commun pour la transition énergétique avec le chantier Québec Zen et puis les collectivités zen qui sont en train de se mettre en place sur différents territoires vont aborder ces questions-là. Je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment essentiel à suivre. Pour répondre à la question de Philippe tout à l'heure sur la question des valeurs qu'on accorde au milieu naturel, évidemment, on parle de plus en plus de services écosystémiques que nous apportent différents milieux naturels. C'est une façon d'accoler une valeur économique à la préservation des milieux, à leur restauration. C'est notamment toutes les études de Jérôme Duprat à l'UQO qui en fait état, qui le développe. Petit bémol là-dessus, c'est pas parce qu'on va y accoler une valeur économique qu'elle doit prendre plus de valeur. Moi, je pense que intrinsèquement en soi, les milieux naturels et la nature ont des valeurs au-delà d'une valeur monétaire. Mais malheureusement, des fois, il faut en passer par ce langage-là pour être mieux pris en compte par nos politiciens, politiciennes. Donc, il y a cet aspect-là. Mais je pense qu'on l'a vu aussi avec la pandémie, les gens ont quand même réalisé l'importance de la nature, de l'accès à la nature. Maintenant, attention que cet accès-là ne soit pas juste une façon de consommer la nature comme on consomme autre chose, mais qu'il y a justement un devoir aussi de protection à avoir envers celle-ci. Écoutez, encore à Québec, ce week-end, on a vu à quel point les parcs, la manière dont les gens ont traité les parcs, dans lesquels, pour le coup, ils étaient
pourtant contents d'aller. Donc, il y a aussi là un pas à faire supplémentaire pour aider à leur protection. C'est pas parce que les gens veulent y avoir accès que forcément ils comprennent l'importance de leur protection derrière. Donc, surfons sur la vague de oui, je prends conscience de la valeur de ces milieux-là pour amener les gens un peu plus loin. Et puis, c'est ça, c'est que moi, si j'ai un mot de la fin à dire, c'est que je pense que cette future politique d'aménagement du territoire, il faut, tu as commencé à le dire, Philippe, mais je pense que c'est vraiment ça qui est central, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit décloisonnée. C'est une vision intégrante des éléments qu'il faut avoir. C'est pas l'urbanisation d'un côté, la densification, les milieux naturels de l'autre, c'est au contraire tout ça dans un ensemble. Il faut avoir une vision globale. Il faut développer les connectivités entre les territoires et encore une fois dans une optique où il va falloir relocaliser, décentraliser, se transporter moins, mais ça veut dire aussi développer des milieux de vie locaux. Ces dernières années, on a fait complètement le contraire. On a sorti les commerces locaux des noyaux villageois. Il faut au contraire les ramener, par exemple, pour que les gens aient de moins en moins à prendre leur voiture. C'est un élément parmi tant d'autres. Le transport, bref, avoir vraiment une vision intégrée, globalisante de tout ça, parce que sinon, on va encore passer à côté là, de ce qu'il faut faire. Merci Anne-Céline. On va donner un dernier tour de parole à Mireille avant de clore notre événement. Donc, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que Martin et Anne-Céline viennent de dire. Donc, c'est tout à fait dans le même sens que j'irais. Peut-être ajouter que ça doit être il faudrait être ambitieux par rapport au changement de paradigme, je pense, quand on parle d'argent tout le temps, puis comment juger puis évaluer les projets toujours avec un signe de pièce. On étiquette les aliments, donc on suggère là, au Front commun pour la transition d'étiqueter les bâtiments, donc d'analyser, faire des analyses sur la durée du cycle de vie, puis de donner une valeur aux bâtiments aussi sur l'économie d'énergie qu'ils ont, pas juste sur la valeur par rapport au compte de taxes. Et puis, ça permettrait aussi beaucoup de choses par rapport aux assurances, par rapport à la revente, donc avoir un fichier beaucoup plus complet. Ça existe en Europe, en passant. Donc, ça existe déjà. Là. Je ne vous lance pas une idée que j'ai inventée qui sort de ma tête. Là. Ça sort de ce que j'ai vu ailleurs. Et puis, par rapport à l'implication citoyenne et puis au milieu de vie, je l'ai dit tantôt, les villes ici travaillent beaucoup à se revitaliser. J'interviens à l'Assomption, moi, depuis 25 ou 30 ans, à Mascouche et Terrebonne pour remettre de la vie dans les centres-villes. Donc, c'est important d'arrêter de faire des centres d'achat à l'extérieur, de loger les gens autour. Puis, par rapport à l'implication citoyenne, donc, je pense que c'est une réponse. Je suis présidente de l'Assomption en transition, donc les villes en transition, le Front commun pour la transition. Puis, actuellement, il y a un mouvement qui s'appelle la vague écologiste au municipal. Donc, c'est des personnes qui se parlent actuellement pour pouvoir investir donc la politique municipale avec une vue qui est écologique. Donc, il y a beaucoup de façons de s'impliquer. Donc, c'en est une. Donc, pour changer les choses, il faut avoir le pouvoir. Donc, il faut aller chercher les postes de pouvoir. Merci, Mireille. Ces mots résolument dans l'action. Alors, justement, je donne peut-être d'autres pistes pour les prochaines actions, puis je vais demander à Vicky de fermer officiellement notre rencontre. On peut rester ensuite. Je vais juste vous repartager rapidement mon écran. Prochaines étapes, je vous l'ai dit, là, mais on a débroussaillé beaucoup de choses aujourd'hui. Si vous voulez vous prononcer officiellement dans la conversation, dans la consultation citoyenne du gouvernement, ce sera possible. Ils nous ont dit que les documents seraient disponibles en juin. Donc, vous allez sur le site du MAMACH, ministère des Affaires municipales. Vous pouvez également suivre nos autres activités qui se poursuivent. Nous avons un événement le 1er juin qui va porter sur la thématique de la mobilité active sur le site de Parlons Territoire. Je l'ai dit, donc la consultation sera dans les prochaines semaines, les prochains mois, puis poursuivre la discussion avec le mot-clic Parlons Territoire. Et vous pouvez également revisionner cette conférence et les autres conférences que nous avons données sur notre site Web. Parce que là, on a parlé de beaucoup de choses, si vous voulez creuser un sujet ou un autre. Et finalement, je pense que Vicky également va avoir quelques invitations à vous faire. Le dernier mot est à toi.
Vicky. Oui, merci. Je veux remercier tout le monde, mais avant, en fait, je trouve que ça a été une discussion super enrichissante avec plein de solutions, puis où j'ai senti un besoin de sensibiliser, puis d'amener les élus à bien saisir l'importance de ces enjeux-là. Je pense que quand on leur parle de santé, de qualité de vie, on va vraiment les chercher avec ça. C'est pas vrai que c'est juste l'argent. Ils veulent aussi attirer des gens, des familles. Donc, pour ça, c'est pour offrir une qualité de vie. Et c'est là que nos solutions vont venir les interpeller. Je pense que c'est important aussi d'avoir un dialogue avec nos élus, avec les candidats qui sont en train de se présenter. Et j'ai remarqué aussi que dans les communautés où il y a des groupes de bénévoles super actifs, puis qui ont l'écoute de leurs élus, qui ont un bel échange, les changements positifs viennent rapidement. Donc, c'est des petites pistes de solutions qui n'ont peut-être pas été évoquées. Fait que j'aimerais vraiment remercier beaucoup Philippe puis l'initiative Parlons Territoire. J'ai trouvé que c'était une expérience super enrichissante ce midi. Un gros merci pour les panélistes. J'ai trouvé que vous étiez super, super pertinents. Puis j'ai adoré aussi la participation de chacun. C'était une discussion très riche. Donc, je vous invite aussi à suivre les solutions nature. Là, on va être partenaire de Nature Québec. C'est sûr qu'on va diffuser avec plaisir les outils. Donc, on va participer pour que ça fonctionne bien dans notre région. C'est une super initiative. On est content d'être partenaire. Et dans l'ombre aussi, il y a beaucoup de travail qui se fait avec le MAMACH, nos MRC puis les organismes. Donc, je vous invite à suivre ça à mesure que ça devient public. Pour ceux qui veulent quitter, c'est bon. J'aimerais bien ça entendre mon ancien collègue Charles avant de classe. Il n'y a pas d'autre intervention après. Très bien. Bien, formellement, celles et ceux qui doivent retourner, merci et bon après-midi. Puis on poursuit entre nous. Puis effectivement, on va donner la parole à Charles. Merci à tout le monde. Je ne vais pas étirer ça trop longtemps, mais je pense qu'il y a tout l'aspect de la fiscalité qu'on n'a pas énormément